La région des Grands Lacs, au cœur de l'Afrique. Un continent que l'on dit oublié, condamné à l'enlisement. Révolte, coup d'État, famine, génocide, dictature bananière, pression de la Banque mondiale et du FMI, on n'en finit pas de dire que l'Afrique est mal partie. Pourtant, dans cette région, des hommes essayent depuis 6 ans de lutter contre la fatalité, de prendre en main leur destinée. Les anciennes puissances coloniales ont été momentanément marginalisées, mais ont-elles pour autant renoncé à maintenir leur domination économique? Sous les traits d'un drame shakespearien où les alliances régionales se font et se défont, où les destins personnels provoquent trahison, haine et vengeance, une nouvelle Afrique cherche à s'affirmer. Depuis le génocide au Rwanda jusqu'à la prise du pouvoir au Zaïre par Laurent Désiré Kabila, ce film tente de comprendre quelles sont les véritables motivations des principaux acteurs de la région et quelles sont leurs chances de parvenir à rompre avec l'ordre ancien. D'abord, nous sommes le centre de l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Nous faisons le lien entre le sud, le nord, l'est et l'ouest. C'est une position on ne peut plus stratégique, une position capitale en Afrique, car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Vous savez, ce pays a depuis toujours été un frein au développement de la région, une sorte de base arrière à partir de laquelle il est possible de déstabiliser tous les pays voisins. Le Zaïre, véritable verrou au cœur de l'Afrique, partage ses frontières avec 9 autres pays voisins. Immense, riche, gorgé d'or, d'uranium et de diamants, il attire depuis toujours les convoitises. C'est le roi Léopold de Belgique qui le premier se l'approprie. La population est divisée en plus de 200 tribus. Pour régner, tout naturellement, les Belges encouragent les haines ethniques. La Belgique s'empare en même temps du tout petit Rwanda voisin, un pays où l'ethnisme est presque inexistant. Pour mieux asseoir leur pouvoir, les Belges vont donc l'attiser. La population est séparée en deux à partir de critères physiques. Les Tutsis sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Hutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Les Tutsis minoritaires ont droit à l'éducation. Les Belges en font la classe dominante. Les Hutus, qui représentent plus de 85% de la population, sont relégués au rang de sous-classe. Tout est mis en place pour qu'un jour, Hutus et Tutsis s'entretuent. En 1959, les Belges commencent à quitter le Rwanda. Ils laissent derrière eux 2 communautés qui se haïssent. Les Hutus prennent aussitôt leur revanche sur les Tutsis et les massacres commencent. À l'indépendance, les Hutus supérieurs en nombre accèdent au pouvoir. Ils se rapprochent alors de la France et tous les gouvernements de droite comme de gauche vont leur assurer un soutien inconditionnel. Persécutés, de nombreux Tutsis se réfugient au Zaïre. D'autres choisissent l'Ouganda. En 1986, Yoweri Museveni accède au pouvoir en Ouganda. Il aide aussitôt à la création du FPR, le Front patriotique rwandais. Son but, installer au Rwanda un gouvernement qui lui est favorable et rapatrier chez eux par la même occasion des dizaines de milliers de réfugiés Tutsis qui pèsent sur l'économie ougandaise. En 1990, les troupes du FPR tentent une première fois de renverser le régime en place au Rwanda, mais l'offensive échoue grâce à une intervention militaire française. En avril 1994, quand l'élimination systématique des Tutsis du Rwanda commence, le monde entier s'indigne, mais aucun pays ne s'interpose pour arrêter les massacres. Seule la France propose à la communauté internationale d'intervenir, nom de code de cette mission, Opération Turquoise. Le téléphone a sonné et le président Mobutu a eu quelqu'un au bout du fil, je ne sais pas qui. Est-ce le président Mitterrand? Est-ce le premier ministre Balladur? Est-ce le ministre des Affaires étrangères Juppé? Je ne saurais vous le dire. On lui a demandé
si on pouvait se servir des aéroports de Kisangani, de Goma et de Bukavu, parce que on voulait lancer l'opération turquoise. Le président Mobutu a donné son accord. Les troupes françaises pénètrent au Rwanda pour établir à l'intérieur de ce pays une zone de sécurité destinée à accueillir la population qui fuit les combats. Les réfugiés de la zone turquoise sont ensuite évacués sous protection de l'armée française à l'est du Zaïre, vers les villes de Bukavu et de Goma. Pendant l'opération turquoise, de violents combats opposent les forces armées rwandaises et les Interamwe des miliciens Hutus aux rebelles Tutsis du FPR, le Front patriotique rwandais, qui tentent de conquérir le pouvoir à Kigali. Après 4 ans de maquis, le FPR progresse rapidement et dangereusement vers la zone turquoise. À sa tête, le major Paul Kagame, un Tutsi formé aux États-Unis et déterminé à poursuivre l'armée Hutu et les responsables du génocide. Pour Paul Kagame, l'intervention humanitaire française n'est bien évidemment qu'un prétexte. Avec l'opération turquoise, Paris cherche avant tout à protéger la déroute de ses alliés Hutus. Ils étaient tout simplement en train d'offrir des sanctuaires aux massacreurs, chez nous, au Rwanda, pour qu'ils puissent bénéficier de la protection française. Des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants fuient le Rwanda, emportant avec eux tout ce qui peut être sauvé. Une véritable marée humaine traverse la frontière du Zaïre sous la protection des militaires français. La plupart des réfugiés sont des civils d'origine Hutu. Tous n'ont pas participé au génocide, mais l'avancée des soldats Tutsis du FPR leur fait peur. Ils craignent des représailles aveugles de la part des vainqueurs. Mais les civils ne sont pas les seuls à profiter de la protection française. Mélangés aux réfugiés, les soldats de l'ex-armée rwandaise prennent eux aussi la route du Zaïre. Et c'est sans être inquiétés par l'armée française qu'ils traversent avec armes et bagages la frontière zaïroise. J'ai vu tout un gouvernement fuir la guerre avec les attributs de l'État. Parce que non seulement toute l'armée rwandaise a traversé la frontière avec des armes lourdes et légères, mais il y a eu la Banque centrale qui a traversé et tout le reste, les véhicules de l'État et tout a traversé. Donc c'était un flot de gens qui venaient, toute une armée qui entre avec des blindés, avec des chars et qui fuit la guerre et qui entre chez vous. La région du Zaïre où se réfugient les civils et les militaires Hutus est principalement peuplée de Tutsis du Rwanda, venus en 1959 chercher refuge au Zaïre pour fuir les exactions Hutus. La plupart se sont installés dans les provinces frontalières du Sud et du Nord Kivu. Ces Tutsis rwandais, appelés Banyamulenge, sont depuis devenus citoyens zaïrois. Mais des citoyens de seconde zone, toujours suspectés par Mobutu d'être restés fidèles au Rwanda. C'est dans ces deux provinces, peuplées de Tutsis, que 35 ans plus tard, des centaines de milliers de Hutus accusés de génocide ou de complicité de génocide trouvent refuge. On se sentait menacés, et surtout nous, les Tutsis. Les Tutsis se sentaient menacés parce que ces gens, ils fouillaient une armée qui disait une armée de Tutsis et ils venaient d'assassiner plus de 1 million de Tutsis. Donc on se sentait dans une insécurité totale. Nous rendions compte que la situation était explosive. Nous rendions compte que nous allions au devant de nouveaux conflits et qu'il était important de trouver une solution. Cette solution pouvait être ou le retour volontaire des réfugiés Hutus dans leur village, et il y avait une première difficulté, ils avaient peur de retourner, et on n'avait aucune garantie qu'il n'y aurait pas un contre-génocide de la part des Tutsis au pouvoir, ou une seconde étape, une seconde formule, c'était le nettoyage des camps et l'élimination des militaires qui dominaient ces camps, et une troisième formule, c'était le déplacement de ces camps à l'intérieur du territoire. Dans les camps installés le long de la frontière zaïroise, l'aide internationale s'organise. Plus d'1 million de dollars arrivent chaque jour en nourriture et en matériel.
Très vite, ceux que l'on accuse de génocide prennent le contrôle des camps. La plupart ont même gardé leurs uniformes et se réorganisent. Rassurés par la liberté dont ils disposent, soldats et miliciens hutus recommencent à prêcher l'épuration ethnique et recrutent parmi les réfugiés. Une fois encore, la haine entre Hutus et Tutsis menace l'équilibre fragile de toute la région. Devant l'apathie des Nations Unies, Yoweri Museveni, le président ougandais, protégé des États-Unis, menace ouvertement d'intervenir si rien n'est fait pour empêcher la catastrophe annoncée. Nous avions supplié Mobutu de repousser ces réfugiés de la frontière jusqu'à l'intérieur du Zaïre, comme les Nations Unies le préconisaient, mais il a refusé. Nous avions supplié la communauté internationale de séparer dans les camps les réfugiés civils des militaires, mais ils ont refusé. C'était une décision délibérée. Dans les camps, les soldats Hutus se préparent à reconquérir le pouvoir à Kigali. Un peu partout, la nuit, le long de la frontière zaïroise, des volontaires recrutés parmi les réfugiés sont entraînés et formés au combat. C'était une affaire très sérieuse, qui risquait, si rien n'était fait, de mener à un autre génocide. Parce que le seul but de ces gens, c'était de revenir au Rwanda pour recommencer ce qu'ils avaient fait en 1994. Devant la menace, le FPR, à peine sorti du maquis, se prépare déjà à une nouvelle guerre. Il ouvre ses rangs et recrute au Zaïre parmi la population d'origine Tutsi, mais aussi parmi les opposants à Mobutu. Il fallait que nous préagissions, et nous avions déjà repéré des Zaïrois qui étaient prêts à combattre Mobutu pour nous, avec notre aide, bien sûr. En même temps qu'il prépare la guerre, Paul Kagame se rend au siège des Nations Unies pour tenter une dernière fois d'obtenir un engagement de la communauté internationale. La paix et la stabilité du Rwanda et de la région va dépendre de ce que la communauté internationale sera capable de faire et dans les délais les plus courts. Envoyer un signal ferme et fort aux criminels impunis de la région est bien évidemment la meilleure solution. Quand je suis rentré des États-Unis, et après avoir mis en garde le gouvernement américain et les Nations Unies, très honnêtement, j'étais dans un état d'esprit très combatif. J'étais prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler la situation. Au Rwanda, dans les camps du FPR, des milliers de Tutsis du Zaïre n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière. Mais Kagame voit déjà plus grand. Quitte à mener une guerre au Zaïre, autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mobutu. Il sait qu'il peut compter sur la bienveillance des États-Unis qui aimeraient voir une nouvelle génération accéder au pouvoir en Afrique. Mais pour renverser Mobutu, une armée même entraînée ne suffit pas. Kagame doit avancer masqué, donner l'illusion que ses troupes ne font que conseiller une rébellion interne. Il lui faut donc trouver un homme de paille parmi les opposants à Mobutu. Ce sera Laurent Désiré Kabila. Kabila a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans. Kabila était un petit joueur. Il vivait de l'arsen. Il se faisait de l'argent en exploitant illégalement des mines d'or, en faisant quelques enlèvements. Il persuadait les Chinois ou d'autres qu'il menait une révolution pour leur soutirer un peu d'argent. Il vivait en Tanzanie, dans une maison que lui prêtait le gouvernement. Il était sous la protection des services secrets. Je ne l'ai jamais vu faire d'affaires illégales.
Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Et en plus, il était du Katanga, de l'est du Zaïre. Il parlait Swahili. Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. J'ai accepté de le présenter à Kagame. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Je l'ai conduit à Kigali. Je savais où aller. Je connaissais le bureau du vice-président et les gens qui travaillaient avec lui. J'ai vu Kagame et je lui ai parlé de Kabila. Il ne le connaissait pas du tout. Je ne me souviens de rien qui m'ait frappé à son propos. De toute façon, il fallait faire avec la situation et avec les Zaïrois. Disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila. Mais seul, Kabila n'est pas un alibi suffisant pour servir de couverture à l'intervention rwandaise. Parallèlement, 3 autres opposants à Mobutu sont contactés, dont Deogracias Bouguera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique populaire. Autour de Kabila, ces hommes vont former l'AFDL, l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. C'est un jeune officier rwandais qui est chargé des opérations militaires au sein de la FDL. James Kabarebe n'a que 25 ans lorsque les troupes du FPR prennent Kigali en 1994. Il en a 29 quand Paul Kagame lui confie la mission d'aider les fondateurs de la FDL à renverser Mobutu. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec 2 hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales. Un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Ils étaient contents. Je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés. Chacun a commencé à parler de son expérience. Qu'est-ce qu'il a vécu comme répression, comme torture morale, civique, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait. Tandis que Kabila, il semblait être réservé. Il regardait beaucoup plus, je me souviens, parce qu'il faisait ça, il regardait le plafond du bureau. Et quand il a intervenu, il nous a dit que son parti, le PRP, avait ses militants dans le Sud Kivu. Les hommes, les armes, la logistique, tout est en place. Les Rwandais et leurs alliés de l'AFDL n'attendent plus qu'un prétexte pour déclencher la guerre contre Mobutu. Le gouverneur du Sud Kivu, qui vivait à Bukavu, a fait une déclaration à la radio. Il donnait une semaine seulement aux Tutsis zaïrois du Sud Kivu, notamment à ceux qui vivaient dans les montagnes de Mulenge, pour quitter le pays sous peine d'être tués dans les 6 jours.
Le 18 octobre 1996, Kabila et les fondateurs de la FDL, à la tête d'une armée principalement composée de soldats rwandais, passent la frontière zaïroise, à la tête de 3 colonnes, en direction des villes de Goma, Bukavu et de Uvira. Nous sommes passés par Gisenyi pour entrer dans la ville de Goma. Et je me souviens que c'était la nuit. Nous sommes entrés à 22 heures. Et nous étions avec les officiers rwandais. Nous étions avec James Kabarebe. Je me souviens qu'on était en file comme des militaires. Et il pleuvait et c'était des jeunes militaires qui étaient devant. Et puis c'était un officier rwandais, un politicien congolais, un officier rwandais, un politicien congolais en file. Au moment où l'Alliance envahit le Zaïre, le président Mobutu est hospitalisé à Genève pour un cancer de la prostate. En 32 ans de pouvoir absolu, il a maté plusieurs rébellions, souvent avec l'aide de mercenaires discrètement recrutés par la France et la Belgique. Celle-ci ne l'inquiète pas plus qu'une autre. Il n'avait pas conscience de la réalité du danger que faisait peser cette rébellion, qui n'était pas un épiphénomène, hein, c'était pas quelque chose de minime. J'entends encore l'intonation de sa voix. Robert, je connais Kabila. C'est rien. C'est un petit trafiquant sur les hauteurs au-dessus de Goma et autres. Il vit de contrebande et autres. Je dis, Maréchal, je crois que vous n'êtes pas conscient du danger. Je ne sais pas qui est Kabila, je n'en ai jamais entendu parler, mais il est à la tête d'une armée. C'est pas une bande de rebelles. Il est à la tête de bandes, enfin, de bataillons organisés, disciplinés, déterminés. Et derrière lui, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda et il y a, je crois, les Américains. Les Français voyaient en Kagame une sorte de créature américaine. Une créature parlant anglais et qui s'était propulsée au pouvoir dans un pays qui, entre guillemets, était à eux. Donc n'importe quel individu, au Zaïre ou ailleurs, qui était soutenu par Kagame et par le Rwanda, était par définition anti-français. Comme à son habitude, Mobutu s'en remet à la France. Stopper l'avancée de la FDL, c'est après tout contrecarrer l'influence grandissante des Américains dans la région. Paris a donc tout intérêt à intervenir pour préserver son précaré. Le maréchal envoie son conseiller personnel plaider sa cause à l'Élysée. J'ai exposé la situation à l'Élysée, à la cellule africaine de l'Élysée. Eh bien, j'ai reçu la réponse des bonnes intentions, mais très clairement, on m'a fait comprendre que la situation internationale de la France ne lui permettait pas d'intervenir dans les pays des Grands Lacs à cause des retombées de l'opération turquoise. Depuis l'opération turquoise, en effet, la donne a changé. Soucieux de renforcer leur position en Afrique, les Américains n'entendent plus y laisser le champ libre à la France. Mobutu l'a compris un peu tard. Sa seule chance d'arrêter l'avancée des troupes de Kabila est donc de jouer la carte humanitaire et de demander une intervention des Nations Unies en faveur des réfugiés pris dans les combats. Il fallait absolument obtenir l'envoi des forces multinationales. Si le président Mobutu le demande, il dit si moi je le demande, ils n'accepteront pas. Et il a demandé que la France soit le porte-parole. La place du président Mobutu dans le dispositif français a toujours été une place non seulement importante, mais privilégiée. Alors, monsieur le Premier ministre, ami, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Vous savez, l'estime dont le président jouit en France comme en Europe, et qui est très grande, le respect dont il est entouré dans nos pays, vous savez l'amitié qu'on lui porte. Et puis alors, s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux, mais qui sont les sentiments de l'affection. La France a accepté
Et M. Dupuche m'a dit, nous allons faire cette demande. Et après, ils nous ont envoyé Robert Bourgi, qui est descendu voir le président Mobutu avec la réponse positive que la France allait demander l'envoi de forces de l'ONU au Zaïre. Mais quand cette demande a été faite, il y a eu l'opposition des États-Unis. N'importe quelle force internationale envoyée au Zaïre fin 1996, que ce soit pour protéger les réfugiés, pour calmer la situation ou n'importe quoi d'autre, aurait aussi servi à renforcer l'autorité de Mobutu et de son gouvernement. C'est ce que voulaient les Français. C'est ce que nous ne voulions pas. Il n'y avait aucune raison de sauver Mobutu. Malgré l'opposition des États-Unis, la France tente d'obtenir l'envoi d'une force internationale. C'est comme à l'hôpital, on ne peut pas refuser un patient. On est tenu par une responsabilité morale. Officiellement, c'est pour venir en aide aux réfugiés. En réalité, Paris cherche d'abord à sauver ce qui peut encore être sauvé du Zaïre de Mobutu. Les Nations Unies refusent d'arbitrer ce qu'elles considèrent comme un conflit d'intérêts entre la France et les États-Unis. Une nouvelle fois, elles fuient leurs responsabilités et décident d'envoyer une mission de reconnaissance qui décidera si oui ou non la situation des réfugiés nécessite une intervention. Il fallait choisir une puissance qui aurait projeté une image de neutralité, que c'était une opération qui visait essentiellement à assurer la paix, à assurer d'éviter une nouvelle confrontation militaire. C'est un général canadien qui est envoyé sur place. Demain, j'espère pouvoir me rendre sur la zone de mon mandat, c'est-à-dire dans l'est du Zaïre. Et bien sûr, je coordonnerai mon action sur le terrain avec ceux qui le détiennent militairement. Je ne faisais aucune confiance aux Nations Unies. L'expérience que j'avais eue pendant le génocide me rendait méfiant. Je ne faisais aucune confiance aux Nations Unies. Pour James Kabarebe et l'état-major rwandais, pas question de laisser le problème des réfugiés compromettre l'avancée de Kabila et des troupes de l'Alliance. Si la situation dans les camps risque de déclencher une intervention des Nations Unies, alors il suffit de vider les camps et l'intervention n'aura plus raison d'être. La première cible est celui de Mugunga, le camp le plus militarisé de la frontière. C'est le général Kayumba, chef d'état-major rwandais, qui ordonne lui-même l'attaque. Il y avait un certain nombre de solutions pour ramener les réfugiés rwandais chez eux. La première était de les faire rentrer pacifiquement. Mais nous étions mal placés pour le faire. Donc, nous avons dû nous résoudre à une autre stratégie, les faire rentrer de force. Nous sommes arrivés à Mugunga par voie de terre, en nous battant chaque jour entre Goma et Mugunga. Nous nous battions colline par colline. Les alentours de Mugunga étaient défendus par les ex-FAR et les miliciens, et nous avons dû les affronter. Quand nous avons enfoncé leur dernière ligne de défense, les ex-FAR et les miliciens se sont d'abord repliés dans les camps de réfugiés. Puis ils ont essayé de fuir à l'intérieur du Zaïre, en direction de Kisangani. Je suis monté sur une colline qui surplombait Mugunga et je me suis assis. J'étais très fatigué. C'était le soir et nous étions battus toute la journée. C'est là que j'ai vu une foule immense se diriger vers la frontière du Rwanda. Le 16 novembre 1996, le camp de Mugunga est investi par les soldats de l'AFDL et nettoyé en quelques heures de ses 720 000 réfugiés.
Parmi les tentes éventrées, seuls restent les morts et quelques familles qui errent hébétées. Les Nations Unies n'ont désormais plus à se poser la question d'une intervention puisque le camp est vide. Environ 600 000 des 720 000 occupants de Mugunga ont rejoint le Rwanda, mais plus de 100 000 manquent à l'appel. Ils ont purement et simplement disparu. Les rivalités franco-américaines leur ont sans doute en partie coûté la vie. C'était comme une marée humaine, une vague qui bougeait. C'était fascinant. Et pour moi, c'était une véritable fierté, car nous avions réussi là où les Nations Unies avaient échoué. Le désastre a commencé à partir du moment où il y a eu un retour des réfugiés qui sont retournés au Rwanda et qu'il y a eu un certain nombre dont le chiffre n'est pas connu. On parle de 150 000, on parle de 200 000, on parle de 250 000, et qui, eux, ne sont pas retournés et qui se sont perdus dans la forêt et qui ont été par la suite massacrés. Certains ont pu s'échapper, mais il y a eu un véritable massacre. Les membres de l'Alliance récusent ces accusations. Pour Kabila et ses alliés rwandais, les réfugiés manquants sont en majorité des responsables du génocide qui ont fui dans la forêt par peur des représailles. Si certains réfugiés en effet se sont perdus dans la forêt, si d'autres ont sans doute rejoint les camps de l'ouest du Zaïre, si d'autres encore ont franchi les frontières des pays voisins, tout laisse à penser qu'un grand nombre des 100 000 disparus a tout simplement été massacré. Les Nations Unies et les associations humanitaires soupçonnent Kabila et ses troupes rwandaises de s'être vengés du génocide sur des milliers de civils innocents. Vrai ou faux, une enquête officielle est décidée. Le fantôme de ces dizaines de milliers de disparus va désormais poursuivre Kabila et ses alliés. C'est la première ombre dans la conquête du Zaïre. Je donne ma parole d'homme, je le jure, qu'il n'y a jamais eu, au niveau des réunions des politiques de l'AFDER, une décision de permettre aux Bergeracs qui avaient connu une histoire de génocide entre, de leur dire « Allez, c'est le moment de vous venger ». Il n'y a jamais eu cette décision. Malgré la controverse, des dizaines de milliers de nouveaux combattants rejoignent les forces rebelles de Kabila. Beaucoup sont des déserteurs de l'armée de Mobutu. Et c'est désormais une véritable armée qui marche sur la deuxième ville du pays, Kisangani. Le secrétaire général de l'Élysée, Dominique de Villepin, est allé voir le président Mobutu. Pleine rébellion, à Roquebrune-Cap-Martin. Il lui a dit alors, maréchal, où en sont les choses sur le plan militaire? Je cite fidèlement Mobutu, qui me le rapporte. Monsieur le secrétaire général, j'ai un rapport de mes généraux. Tout va bien sur le terrain. Et le président Mobutu, de s'entendre répliquer, on vous raconte des bêtises. Vos généraux, maréchal, vous racontent des bêtises. La situation sur le terrain tourne au désastre pour vos troupes. Vous n'avez plus d'armée. Votre garde, la fameuse DSP, c'est du bidon. Je lui dis, maréchal, il vous dit la vérité. On vous raconte des histoires. Changez de chef d'état-major. Enlevez ceux que l'on vous demande d'enlever. Nommez Maélé. Le général Maélé Lieko Bongo, l'homme qui a écrasé la rébellion au Katanga dans les années 1970. L'homme que l'on a surnommé le sauveur de Kinshasa pour avoir maté les émeutes qui ont mis la capitale à feu et à sang en 1993. Des faits d'armes qui ont valu à Maélé l'amour et le respect de ses troupes, mais aussi la méfiance des autres généraux et de Mobutu lui-même. Maélé est venu me voir et il m'a dit,
vous dites au président que je suis à son côté. Et là, Mayele m'a révélé quelque chose que même moi, je ne savais pas. Il a retroussé la manche de sa chemise et m'a montré ici 2 cicatrices. Et il m'a dit, vous voyez ça? Répétez cela quand vous verrez le président Mobutu, que je vous ai montré ça. J'ai fait un pacte de sang avec lui. Si je le trahis, je mourrai. Si moi, Mayele, je le trahis, je mourrai. Ce n'est pas moi qui vais le trahir, il peut me faire confiance. Le président Mobutu ne voulait jamais que son pouvoir puisse lui être ravi. Et peut-être que moi, je n'étais pas là en 1993, que Mayele, en mettant fin au pillage, avait acquis une certaine célébrité. Et que cette célébrité ne pouvait que porter ombrage au président Mobutu, probablement. Je ne sais pas, mais le président Mobutu ne voulait pas de Mayele, mais finalement, même les généraux ne voulaient pas du retour de Mayele. Mobutu préfère croire aux vieilles recettes que lui ont enseignées les Belges puis les Français. Plutôt que de faire confiance à Mayele, il recrute une poignée de mercenaires occidentaux. Après tout, la formule a fait ses preuves dans le passé. J'ai vu le Premier ministre entreprendre lui-même, par le canal de son propre réseau, le recrutement des mercenaires. J'ai vu les généraux entreprendre leur propre recrutement des mercenaires. Ici, à l'extérieur du pays, on avait 2 délégations différentes du Zaïre qui recrutaient séparément et parallèlement des mercenaires. Résultat, c'était quoi? On a recruté des mercenaires des différents pays qui parlaient des langues différentes et qui ne se comprenaient pas entre eux. On a procédé aux achats d'armements qui étaient de différents pays et de différents types et qui n'ont pas des armes qui venaient d'un autre pays, des munitions qui venaient d'autres pays et les munitions qui n'allaient pas sur les armes qu'on a achetées. Et ça a été un véritable tour de Babel, cette histoire de mercenaires. Après des mois de convalescence en Europe, Mobutu rejoint enfin Kinshasa, accompagné de son avocat Robert Bourgi. Le président de la République qui tient de sa mère, la citoyenne présidente Mama Bobila Dawa, est descendu de l'avion. Le président vient de subir une opération en Suisse et il nous revient en bonne santé. Il faut dire merci au Seigneur. Accueilli en héros, Mobutu ne se fait plus d'illusions sur sa situation. Son pouvoir vacille, Mayele est sa dernière chance. Mayele est nommé chef d'état-major avec pour mission d'arrêter la progression des troupes rebelles de l'Alliance. Kabila et ses hommes s'approchent en effet dangereusement de Kisangani et des camps de réfugiés qui entourent la ville. The meeting is adjourned. Une fois encore, le sort des réfugiés Hutus pris dans les combats préoccupe les Nations Unies. La communauté internationale craint de nouveaux massacres et veut imposer un cessez-le-feu. Mohamed Sarnoun, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, est aussitôt dépêché sur place. On a eu peur de cette tragédie humanitaire absolument inouïe et il fallait absolument faire quelque chose pour empêcher qu'il y ait une véritable guerre autour de Kisangani. J'en ai parlé avec le président Museveni et je lui ai dit il faut absolument tout faire, Monsieur le Président, pour arrêter cela. Alors le président Museveni a appelé devant moi au téléphone Kabila. Kabila avait refusé de le rencontrer. Sanoun était mandaté par les Nations Unies pour négocier. Mais Kabila le trouvait indésirable. J'ai donc arrangé une rencontre entre Kabila et Sarnoun. Le lendemain, Kabila est arrivé et nous avons eu une discussion à 3 sur ce sujet. Et j'ai dit au président Kabila, écoutez, il faut absolument arrêter votre offensive et laissez-nous essayer d'abord de régler le problème des réfugiés, d'évacuer les réfugiés, de trouver une formule pour que il n'y ait pas cette tragédie humanitaire. Ça ne lui plaisait pas. Pas du tout.
Mais ce n'était pas Kabila qui combattait, c'était les Rwandais qui faisaient la guerre. Kabila n'avait toujours pas de troupes à lui et ne faisait rien pour en avoir. Pourtant, un cessez-le-feu autour de Kisangani pouvait être une bonne chose pour Kabila. Ça lui aurait donné le temps de se constituer une armée. Le fait qu'il veuille foncer comme ça sur Kinshasa prouve que construire sa propre force ne l'intéressait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était que les Rwandais l'amènent rapidement au pouvoir. Il n'y aura ni cessez-le-feu ni combat. La ville tombe comme un fruit mûr entre les mains des rebelles. La chute de Kisangani est un tournant décisif dans la guerre. La ville commande tous les accès à Kinshasa, la capitale. C'est le cœur économique du Zaïre. Le cobalt, les diamants, l'or, l'uranium, tout transite par Kisangani. Celui qui tient la ville tient l'argent, donc le pouvoir. 6 mois seulement après avoir déclaré la guerre à Mobutu et sans avoir rencontré d'obstacle véritable, les troupes rebelles s'apprêtent à faire sauter le dernier verrou qui les sépare encore de Kinshasa. Nous avions concentré toutes nos forces et tous nos moyens à Kisangani. Nous n'imaginions pas qu'un jour Kisangani pouvait tomber. Je me rappelle d'un entretien que moi j'ai eu avec le général Mayele, avant la chute de Kisangani, juste quelques jours avant la chute de Kisangani. Je l'ai vu, il est venu chez moi, j'ai dit, général, j'espère que Kisangani, ça tiendra bon. Il dit, ah, qui vous dit ça? Vous faites confiance au communiqué de ces acteurs de cinéma du gouvernement. Mais vous allez être surpris, il n'y a rien à Kisangani. Vous savez que moi, chef d'état-major général, c'est le général Mayele qui me parle, vous savez que moi, chef d'état-major général des armées, je ne sais pas où se trouvent les mercenaires, qu'on a dit qu'ils sont à Kisangani, je ne sais pas où se trouve l'armée de l'air, je ne commande rien, ni sur les mercenaires, ni sur l'armée de l'air. Je dis, mais général, là, vous me racontez des histoires. C'est à Kisangani que nous avons réalisé que Mobutu n'avait plus d'armée. Parce qu'à Ouatsa, à Siro, nous nous étions battus contre des mercenaires. Dans Kisangani même, il y avait beaucoup de soldats de Mobutu qui se sont rendus sans même se battre. Peut-être 2 à 3 000 soldats. J'ai appelé Dominique de Villepin en temps réel à l'Élysée et je lui ai dit je viens d'avoir Mobutu, Kisangani est tombé. Je ne sais pas si vous connaissez Dominique de Villepin, carré, hein, sec, vous savez. Et il m'a dit de cette voix métallique, il m'a dit, eh bien, mon petit gars, c'est foutu. Kisangani représentait aussi la chute des mythes d'une dictature soutenue par l'Occident, le mythe aussi des mercenaires qui avaient longtemps changé l'ordre établi en Afrique. Ça représentait le mythe aussi de l'Occident qui avait une mainmise, qui pouvait changer de n'importe quoi sans que les Africains le fassent eux-mêmes. Donc on a compris que c'était une fierté, une renaissance d'une conscience nouvelle de prise en charge des Africains par eux-mêmes. Donc c'est beaucoup de choses qui Kisangani a une image qui est utile non seulement aux Congolais, mais à tous les Africains. L'échec de Kisangani, de Mobutu avec ses mercenaires, avec ses amis occidentaux qui voulaient encore une fois les maintenir, même malades, et l'unité dans l'action des Africains, c'était quelque chose de très louable qui a pris naissance dans les consciences des Africains. Laissez-moi d'abord vous donner des nouvelles très importantes. Vous les connaissez déjà, j'en suis sûr. Je vous communique cette information. Comme vous le savez, la ville de Kisangani
est tombé entre nos mains à 14h45 aujourd'hui. La ville de Kisangani est tombée entre nos mains. Je le répète. Pour la première fois, la donne change en Afrique. L'ordre établi par les anciennes puissances coloniales est remis en cause par les Africains eux-mêmes. Dans les rues de Kisangani, les rebelles sont devenus libérateurs. Mais derrière la FDL, c'est Kabila que la foule acclame. Kabila, l'homme de paille, Kabila l'éternel maquisard, tient désormais entre ses mains le sort du plus vieux dictateur africain. Pour les Nations Unies, il devient urgent de faire asseoir Mobutu et Kabila autour d'une même table. Une fois encore, la mission est confiée à l'ambassadeur Sarnoun. Makara a reçu un message. Il m'a dit, bon, Sarnoun vient d'arriver. J'ai soufflé au président, j'ai dit, monsieur Sarnoun vient d'arriver. Il a dit, bon, oui. Il dit, bon, allez le chercher. Nous étions près du stade. Il voulait voir Kabila. Je lui ai dit que nous pouvions entrer dans le stade, qu'il était plein de monde, qu'il pourrait saluer les gens, et que Kabila lui-même était là et qu'il pouvait aussi le voir. Et à ma grande surprise, il a accepté. Et nous sommes entrés dans le stade. J'avais déjà parlé à Kabila le matin pour lui proposer de demander à la foule ce qu'elle pensait de l'avancée sur Kinshasa. Et nous savions parfaitement que la foule voudrait que nous continuions jusqu'à la capitale. Alors, quand l'ambassadeur Sarnoun a accepté d'entrer dans le stade, nous avons sauté sur l'occasion et laissé à la foule le soin de décider. Pourriez-vous dire qu'est-ce qui vous tracasse avec la présence de l'ambassadeur Sarnoun? Pourquoi vous vous excitez? Qui ne veulent pas du cessez-le-feu. Mais... Coulez. Qui veulent qu'on avance? C'était une foule qui exprimait un sentiment. Il fallait le prendre comme tel. J'ai expliqué d'ailleurs, j'ai parlé à la foule, j'ai dit quelques mots. Et ils ont très bien compris que, en fait, la foule criait sur le coup de l'émotion. Mais cela ne peut pas dire que la foule voulait la guerre. Lui, il était de vaille, il est de petite taille. Et derrière lui, quand Kabila posait la question, ce qui était derrière ça, nous disait à la population de dire non. Alors, c'est comme ça qu'il était, il était un peu, je ne dis pas humilié, mais il était malheureux ce jour-là. Monsieur l'ambassadeur, je vous salue, monsieur l'ambassadeur, je vous salue. N'importe quel changement les aurait rendus heureux. Pas Kabila en particulier. Tout ce qui pouvait faire bouger les choses était bon à prendre. Alors il chantait « Vive la libération, vive la libération ». Mais moi je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour, on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes. Mais pour l'instant, l'horizon est encore sans nuages.
Avec la prise de Kisangani, Kabila devient brusquement le centre de tous les intérêts. Politique bien sûr, mais surtout économique. Les multinationales sont prêtes à tout pour obtenir la moindre concession minière. Les mieux placées sont américaines. Kabila peut désormais compter sur 2 armes en plus pour conquérir Kinshasa, la reconnaissance et l'argent. Dans la capitale, la tension est palpable. La ville est vide et la rumeur donne déjà Kabila vainqueur. Les Américains l'ont bien compris. Bill Richardson, l'envoyé spécial de Bill Clinton pour la région des Grands Lacs, est chargé de faire passer le message au maréchal Mobutu. Vous m'imaginez, moi, un ambassadeur américain allant voir Mobutu, le président d'un pays, pour lui dire qu'il était important qu'il quitte le pouvoir? C'était difficile. Mais j'ai été ferme et clair. En fait, je voulais lui montrer mon respect. Il était au pouvoir depuis des années, il avait été l'ami des Américains. Parce qu'il a vraiment cité toutes les grandes étapes de toutes les grandes choses que Mobutu a fait dans sa carrière en faveur des États-Unis. Ce qui présageait déjà de la sensibilité du message. Nous lui avons dit des choses très dures. Par